Après la rubrique Plateau Santé, place à l'histoire. Israël en histoire, c'est avec Jérôme. Merci Avi. Alors, Israël en histoire, je voulais revenir sur la commission Agranat. Est-ce que vous savez ce que c'est que la commission Agranat ? Ah oui, c'est après la guerre de Kippour. C'est après la guerre de Kippour, effectivement. Tu m'en as touché 2 mots tout à l'heure. Donc tu connais maintenant parfaitement la commission Agranat. Parfaitement non, j'attends que tu m'en dises plus. La commission Agranat, elle s'est réunie il y a 50 ans pour enquêter sur les manquements de Tsahal suite aux attaques surprises perpétrées par l'Égypte et par la Syrie lors de la guerre de Kippour. Cette guerre de Kippour, elle a duré moins de 3 semaines, au mois d'octobre 1973, et pour rappel, elle a fait plus de 2500 soldats israéliens tués. Ce qui est exceptionnel, c'est que moins d'un mois après la fin de la guerre, une commission va se réunir, qu'on appelle la commission Agranat du nom du chef de cette commission, Shimon Agranat, qui était le principal juge de la Cour suprême. Il y avait 5 personnes dans cette commission. En plus de Shimon Agranat, on avait un autre juge, le contrôleur de l'État et 2 anciens chefs d'état-major de Tsahal. Donc on peut dire que c'était l'élite juridique, intellectuelle et militaire qui s'est réunie avec des objectifs très précis. C'est très intéressant de voir parce que on est toujours dans les suites du 7 octobre. On se pose tous, entre autres questions, pourquoi, comment ça a été possible, où ont été les défaillances militaires, politiques. On est dans ces questions et on sait que c'est pas le moment pour l'instant de se poser trop de questions et d'attendre des réponses, mais quelque part on a tous ces questions-là, et c'est intéressant de se dire qu'il y a 50 ans, on s'est posé la même question, et comment ça a fonctionné, ça peut nous donner une idée sur la manière dont pourra fonctionner une future commission. Et si je peux me permettre, c'est ce que tu as signalé tout à l'heure, ce qui est extraordinaire, c'est qu'Israël n'a pas eu peur de se remettre en question, en tous les cas, sur le plan strictement militaire de cette commission mise en place, avec le plus jeune président de la Cour suprême de l'histoire d'Israël, et un mois après, rapport préliminaire, et puis quelques mois suivants, le rapport définitif. Exactement. Alors ça se fait en plusieurs étapes, juste pour donner quelques éléments. Les missions de cette commission, elles ont été très claires. Il ne s'agissait pas de savoir comment Tsahal avait mené la guerre. L'idée était de savoir quelles étaient les informations que Tsahal avait reçues dans les jours précédents et comment elle les avait utilisées. Et la deuxième question était de savoir, en cas de guerre imminente, comment Tsahal allait s'organiser pour répondre à la guerre. Finalement, quelque chose de tout à fait positif. Finalement, le manque de préparation, on dresse le tableau et on en tire une leçon. Exactement. Mais est-ce que la leçon, j'ai envie de dire, en 50 ans, elle s'est complètement... Alors attends, c'est une très bonne question, mais on va tout petit peu vite. Ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont ça s'est déroulé. Effectivement, en plusieurs étapes, on a livré des pages de ce rapport et le contexte politique de l'époque. Pour faire très court, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de décembre 1973, c'est-à-dire 2 mois après la guerre, ont eu lieu les élections législatives qui ont été retardées à cause de la guerre, et Golda Meir, qui était Premier ministre au moment de la guerre, a été réélu comme chef du Parti travailliste, 39% des voix, 51 sièges, une coalition menée par les travaillistes, donc jusque-là tout va bien. On est au mois de décembre. Moins de 6 mois plus tard, on a un premier rapport qui sort, et de suite ce rapport enlève la responsabilité au niveau des politiques. Ah d'accord. Au contraire, Golda Meir, on salue son travail comme Premier ministre. Moshe Dayan, ministre de la Défense, on dit qu'il a très bien fait le job et qu'il a suivi les recommandations des conseillers. Donc, quelque part, sa responsabilité n'est pas engagée. Et la commission tape très fort sur le chef d'état-major, David Elazar, le commandant du Sud et des chefs de services de renseignement. Donc c'est eux qui sont C'est eux qui prennent visés, dans la commission sur cette première partie du rapport, en sachant que le rapport final, qui va sortir quelques mois plus tard, fait 1500 pages, et qu'à l'époque, il n'y a que 45 pages qui sont révélées. Tout le reste est classé secret défense. Jusqu'à Finalement, encore quelque chose, avant que tu répondes à la question de Sarah, il y a encore quelque chose de positif, c'est que le principe, puisque on sort d'une guerre, mais on ne sait pas si demain il ne peut pas y en avoir une autre,
c'est tout de suite de tirer les leçons de ces manquements de préparation et de mettre finalement dans l'appareil, le dispositif militaire. Quelques-uns pourraient parler de lampistes, mais en fait ils sont effectivement concernés, et peut-être tu vas le raconter, de dire que voilà, il faut changer, il faut des gens qui soient aujourd'hui, avec la leçon apprise, à même de pouvoir reprendre le flambeau. Alors, pour répondre à ta question, donc, 1 an plus tard, il y a le rapport définitif qui sort. 40 et quelques pages sont rendues publiques sur les 1500. Il faut attendre 1995 sous le gouvernement Rabin pour que quasi l'intégralité du rapport te sorte, sauf encore une quarantaine de pages qui sont toujours classées secret défense, qui ne vont être ouvertes au public qu'en 2005, après un vote à la Knesset. Donc ça a pris énormément de temps pour que l'intégralité du rapport soit rendue publique. Par contre, après le premier rapport intermédiaire, tu vas avoir des manifestations massives dans la rue contre le gouvernement et la responsabilité de Moshe Dayan et de Golda Meir, alors qu'elle vient d'être élue, qui vont l'amener à démissionner. Et donc le Parti travailliste va faire des élections internes, Yitzhak Rabin va être élu et il va succéder à Golda Meir qui va quitter son poste à cause de ce scandale de ne pas être touché en termes de responsabilité par cette commission. Et là, on passe, il y a quelque chose, parce que le lien entre le peuple et Golda Meir était très particulier. On l'appelait la grand-mère d'Israël, celle qui était cette femme importante pour chacun des foyers israéliens. Dont Ben Gurion disait que c'était le seul homme de son gouvernement. Le seul homme, et d'ailleurs aussi le roi Abdallah qui disait j'ai rencontré un homme lors d'une réunion avec Golda Meir. Il y a quelque chose ici vraiment un divorce qu'on sent entre le public et le politique, mais est-ce qu'il était vraiment adressé à Golda Meir ou est-ce que c'était le fait que on ne juge pas tout, on ne nous dit pas tout et que finalement il fallait dire toute la vérité. Voilà, on voulait une totale transparence parce que le choc de Kippour avait été énorme. Je pense que c'est ce côté-là. Il faut se rappeler dans le contexte, on sort de la guerre de 67, la guerre des 6 jours, le territoire est triplé, péninsule du Sinaï, bande de Gaza, Judée-Samarie, plateau du Golan. On sent un Israël extrêmement fort et il y a ce choc, cette surprise de cette guerre qui arrive et le fait de ne voir que des militaires qui portent des responsabilités, ça a été quelque chose de très fort. Maintenant, pour revenir à ta question, qu'est-ce que ce rapport a préconisé? D'abord, il a critiqué le principe de l'époque qu'on avait appelé le concept, qui disait que l'Égypte n'attaquerait jamais Israël tant qu'ils n'auraient pas la supériorité aérienne. Et les militaires étaient convaincus que l'Égypte était très loin d'avoir le niveau de l'aviation israélienne. Et en parallèle de ça, que la Syrie n'attaquerait pas si l'Égypte n'attaquait pas d'abord. Et à partir de là, les renseignements militaires se sont enfermés dans une logique que le rapport va expliquer en disant on ne fait pas attention aux intentions, aux envies de l'ennemi, mais à ses capacités militaires. Et donc ils sont restés sur ce principe-là. En fait, on est dans une logique de conception. On crée un dogme, un schéma, et on s'y tient, on se dit non, c'est pas possible que je me trompe. On se croirait avec la ligne Maginot, et là c'était finalement la ligne Bar-Lev qui devait nous protéger de tout et se dire que voilà, on a posé les fondamentaux, c'est pas possible que l'ennemi passe au travers. Moi, je t'écoute et en fait, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec ce qui s'est passé le 7 Bien octobre. sûr. Vraiment, je peux pas. Et on se dit que finalement, le scénario recommence, quoi. On s'est un peu endormi sur nos lauriers et on a pensé que un truc comme ce qui s'est passé le 7 octobre ne pouvait pas nous tomber dessus, quoi. C'est pas possible parce que on se demande tous, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Alors, il y a cet effet-là, mais il faut quand même voir les points principaux du rapport et les effets positifs qu'il y a eu. Le rapport a invité à faire un changement de perspective pour analyser non pas seulement les capacités, mais les intentions des voisins, des pays ennemis.
a nommé un conseiller au sein du gouvernement proche du Premier ministre qui ait une équipe et qui puisse travailler de manière relativement indépendante et créer un département de recherche et de planification pour créer des alternatives à la pensée unique que pouvait avoir le renseignement militaire. Et il est resté beaucoup de choses de tout ça. D'accord. Et pendant plus de 50 ans, ça a fonctionné. On peut voir le côté positif en disant, et encore une fois, on aura une commission et on verra où sont les responsabilités, mais pendant plus de 50 ans, il y a énormément de choses qui ont fonctionné. Les services israéliens de sécurité sont parmi les seuls au monde à avoir une unité qui est spécialisée pour s'imaginer dans la tête de l'ennemi et essayer d'imaginer les pires scénarios possibles. Et puis il y a autre chose. On était encore dans la conception liée à Ben Gourion, Premier ministre, mais également ministre de la Défense, qui avait les deux postes, et qui finalement n'avait pas l'habitude de déléguer la hiérarchie des décisions à prendre. Et dans le cas effectivement de la guerre de Kippour, ce qu'il y a eu, c'est que on a eu un Moshe Zahira et un chef d'état-major responsable, parce que chef d'état-major, bien entendu, le général David Elazar, qui n'ont pas eu pour habitude que de transmettre, ou en tous les cas de faire remonter l'information. Et ce qu'on peut dire aussi pour le politique, les critiques qui ont été adressées aux politiques, c'est que finalement la commission dit, les politiques, oui, c'est pas qu'ils sont absous, mais qu'en fait les politiques ne sont pas précisément mêlés à cette histoire-là, puisque nous sommes intéressés au manquement de préparation militaire et quelles sont les leçons à tirer. Est-ce que le politique ici est directement concerné ? Non. Et finalement, on peut se dire que de ce mal est sorti un bien, puisqu'on verra Moshe Dayan redevenir un ministre dans des gouvernements suivants, notamment celui de Begin, et qui va peut-être faire avancer cette logique figée de la conception en favorisant finalement les accords de Camp David avec Sadat, puisque sa propension à être très proche du monde arabe, du monde bédouin, qu'il fréquentait assidûment, avec lequel il avait une grande proximité, a permis de créer des passerelles. Donc finalement, en ayant distingué le politique de la responsabilité militaire, stricto sensu, on a peut-être finalement gagné du temps et gagné en tous les cas une paix possible avec l'Égypte. Premier pays arabe qui va faire la paix avec Israël et reconnaître la légitimité d'Israël. Enfin, cette commission, au final, quand j'entends ce que tu dis, c'est que ça nous a permis, pendant 50 ans, d'anticiper toutes les attaques qui étaient visées contre nous. Parce que c'est vrai, on retient le 7 octobre, c'est vrai, c'est quelque chose de sans précédent. Mais ce dont je me souviens, en tout cas depuis toutes ces années, c'est que c'était devenu notre quotidien et notre routine, mais quasiment tous les jours, Israël déjoue des attentats sur le territoire. Et c'est grâce, je pense, à la suite de cette commission et de la mise en place de tout ce système de sécurité hyper élaboré, quoi. Parce qu'au final, on en a déjoué des centaines, voire même plus, des attentats sur notre territoire. Ouais. Quasiment tous les jours, presque. Ouais. Effectivement. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place à cause de cette guerre et grâce à cette commission. Lueur d'espoir pour que malgré le drame du 7 octobre et la guerre qui dure depuis plus de 3 mois, qui est déjà la guerre la plus chère qu'a vécu l'État d'Israël depuis son indépendance, permettent d'assurer la sécurité à l'avenir pour l'ensemble des citoyens et partout en Israël. Et puis moi je trouve que si je reprends par exemple l'histoire de la commission Vinograd, celle qui est intervenue après 2006, dans la guerre avec la seconde guerre du Liban. Commission Vinograd, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle
pointe les responsabilités finalement du militaire, l'appareil, renseignement militaire, etc., etc. Mais en même temps, là cette fois-ci, elle y mêle le politique, et notamment Ehud Olmert. Et donc finalement, on avance. Tu vois, on avance. Et puis, à chaque fois, il y a un point que, par rapport au 7 octobre, mais par rapport à 2006, par rapport à la guerre de Kippour, il y a quelque chose qu'on n'aborde jamais. C'est que, d'accord, nous, on fait des efforts, on fait même des commissions, très franchement, spontanées, et on n'a pas peur d'aller jusqu'au bout. Et le public israélien, on sait comment il veut la vérité, et il se cache pas pour l'exiger. C'est quelque chose déjà de miraculeux dans ce monde. Mais voilà que, en même temps qu'il avance, jamais personne ne pose la question de oui, mais les autres, nos ennemis, eux aussi apprennent de nos commissions, eux aussi apprennent de nos erreurs, et eux finalement, eh ben, ils font mieux. Ils font mieux avec la guerre du Liban. Ben, ils ont vu comment on a été attaqué par le monde et comment on pouvait gérer finalement cette stratégie de communication contre Israël. Finalement, vouloir mettre tout le monde, toute l'opinion publique internationale derrière soi. Ils ont vu ça. Ils ont vu qu'un premier ministre israélien pouvait être mis en place et ça pouvait déstabiliser le gouvernement israélien. Finalement, je veux dire, on parle toujours de pointer Israël et bien sûr ses manquements, ses lacunes. Mais pourquoi pas rappeler que le 11 septembre, c'est pas simplement que l'appareil politique ou l'appareil des renseignements qui a été mis en place, mais je veux dire, même le Pentagone a été attaqué. Je veux dire, c'est la première puissance mondiale. Oui, le donc, terrorisme s'est amélioré, c'est voilà. ça que tu veux dire. Et les Israéliens, ils se sont améliorés. Et les Israéliens ont un degré d'exigence, je pense, particulièrement élevé et sont dans cette attente de sécurité de par l'histoire du pays, particulièrement plus dur à l'égard et des militaires et des politiques. Ouais. Et puis, je trouve que on en est arrivé aujourd'hui, peut-être dans des excès parfois, mais on en est arrivé aujourd'hui à une transparence, à quelque chose qui ne remet pas en cause le régime démocratique, qui ne remet pas en cause le caractère de l'existence d'Israël, en tous les cas dans sa façon d'aborder ou d'interpeller le politique ou d'interpeller l'appareil militaire. Il y a juste l'idée que plus jamais ça. On ne veut plus que ça arrive. Oui, c'est clair. Alors, on fait des progrès. Moi, je voudrais juste rappeler une phrase parce qu'il y a quelque chose qui est important, qui a été déclassifié seulement en 2013. C'est cette déclaration de Golda Meir. On n'avait jamais déclassifié sa prise de parole quand elle a été interrogée par la commission à Granat. Et je voudrais vous la lire parce que je ne veux pas faire d'erreur dans ce qu'elle dit. Si Israël avait tiré le premier coup de feu de la guerre, a déclaré Golda Meir, les États-Unis auraient affirmé « Vous avez commencé ». Et sur la base de sa connaissance du Pentagone, je vous rappelle que Golda Meir a vécu longtemps aux États-Unis, elle a été celle qui était la déléguée pour aller chercher les fonds pour la reconstruction, la renaissance d'Israël. Eh bien, elle dit, de sa connaissance du Pentagone, je peux dire avec 100% de certitude, elle est en train de parler devant le président de la Cour suprême d'Israël, que le pont aérien des armes et les fournitures n'auraient pas été livrés. Israël a reçu 26 000 tonnes de fournitures essentielles pendant la guerre, rajoute Golda Meir, dont 40 avions de combat Phantom et Skywalk. Elle offre aussi ici un aperçu de son psychisme, de sa façon de penser au début de la guerre, alors qu'Israël semblait perdre sur les deux fronts. Elle a révélé qu'elle avait suggéré de s'envoler pour les États-Unis le deuxième jour de la guerre, c'est-à-dire le 7 octobre, pour aller voir Nixon incognito. Donc, on a là
quelqu'un qui sait très bien qu'elle va devoir payer un prix politique. Elle en a conscience, elle est quand même assez routinière quand même de la vie politique israélienne. Mais dans le même temps, elle connaît aussi les États-Unis. Et là, ça nous amène à un point aussi important. Là, j'ai parlé de nos ennemis, dont on n'aborde jamais la question. On pointe, même les Israéliens pointent qu'ils sont aujourd'hui devant la Kéria, ils sont aujourd'hui devant le gouvernement israélien, alors qu'il faudrait interpeller effectivement et le Hamas et la Croix-Rouge, etc., etc. aussi. Mais il y a aussi quelque chose d'important. Pourquoi ne pas aborder aussi la question de nos alliés ? De l'influence qu'ont nos alliés sur nous ? Alors la commission à Granat, elle fait du juridique. Elle fait du juridique. Elle donne manquement et elle dit, la commission à Granat, et elle dit, voilà les leçons à tirer. Vinograd pareil, etc., etc. Et peut-être que la prochaine dira la même chose. Maintenant, moi je pense aussi qu'il faut aborder la question de nos alliés qui ont une influence sur nos décisions et parfois on n'a pas le choix. Ouais. Eh ben, je te propose de prendre ce sujet pour une prochaine chronique. On pourra parler de la politique israélienne dans le contexte de ses alliances hier et aujourd'hui. Et voilà que se termine cette rubrique Israël en histoire. Donc merci à Jérôme pour cette commission à Granat. Important bien évidemment, comme le soulignait Sarah, d'en dire quelques mots. Non pas qu'elle ait un rapport direct, mais en tous les cas, c'est toujours une leçon à prendre. Et puis, merci à tous les chroniqueurs, toute la régie, bien entendu, qu'on oublie des fois de citer. Merci à la régie de Tandem TV. Retrouvez-nous sur le canal 14 d'Anatel et retrouvez-nous sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux et lisez le blog de Tandem TV. Soyez très très nombreux et à la semaine prochaine.